Je reprends ma route si toutefois un promeneur a une route. Ce que j'ai dit des objets matériels en général s'applique d'autant mieux aux objets matériels doués de beauté. La beauté matérielle naît de l'effort concordant de diverses parties que le regard embrasse ensemble, de l'effet. Elle exige donc que ces parties soient placées les unes à côté des autres, et puisque les choses dont les parties sont placées les unes à côté des autres sont l'objet propre de la peinture, celle-ci peut seule imiter la beauté matérielle. Le poète, qui ne pourrait montrer que les uns après les autres les éléments de la beauté, s'abstient donc complètement de la peinture de la beauté matérielle en tant que beauté. Il sent que ces éléments rangés les uns après les autres ne sauraient produire l'effet qu'ils font lorsqu'ils sont rangés les uns à côté des autres. Que le regard concentrique que nous jetons sur l'ensemble après leur énumération ne nous donne pas une image concordante dans tous ces détails. Il est au-dessus du pouvoir de l'imagination humaine de se représenter quel effet produisent ensemble telle bouche, tel nez et tels yeux, si l'on ne peut rappeler à sa mémoire une composition analogue de ces parties soit dans la nature, soit dans l'art. Ici encore, Homère est le maître des maîtres. Il dit Nierée était beau, Achille était encore plus beau, Hélène avait une beauté divine, mais nulle part il ne se laisse aller à la peinture détaillée de ses beautés. Pourtant, tout le poème est fondé sur la beauté d'Hélène, avec quelle prolixité le poète moderne aurait amplifié là-dessus. Déjà, un Constantin Manassès a voulu orner sa sèche chronique d'un portrait d'Hélène. Je lui dois des remerciements pour sa tentative, car je ne saurais réellement découvrir un exemple qui montre avec plus d'évidence combien il est insensé d'entreprendre une chose qu'Homère a si sagement omise. Lorsque je lis ceci, c'était la plus belle des femmes, elle avait de beaux sourcils, un teint très frais de belles joues, une mine attrayante, de grands yeux, une peau blanche comme la neige, un regard brillant et vif, douce, délicate et tendre. C'était un jardin plein de grâce, la beauté personnifiée. Elle avait des bras d'albâtre, le front très blanc, les joues vermeilles, des paupières charmantes, des traits séduisants. C'était une beauté sans apprêt, sans autre phare que sa couleur naturelle. Sa blancheur était relevée par le vif éclat de la rose, comme l'ivoire est par celui de la pourpre. Son cou était long et d'une grande blancheur. D'où vient cette fiction des poètes que la belle Hélène eut un cygne pour père? Il me semble voir rouler jusqu'au bout d'une montagne des pierres destinées à construire au sommet un pompeux édifice, mais qui retombent toutes d'elles-mêmes de l'autre côté. Quelle image laisse après lui ce déluge de mots? Quelle était enfin l'apparence d'Hélène? 6000 personnes lisaient cela, ne se ferait-elle pas toute une idée différente de sa beauté? Il est vrai que les vers politiques d'un moine ne sont pas de la poésie, qu'on écoute donc Arioste faisant le portrait de l'enchanteresse Alcine. Sa personne avait la perfection que seuls savent rendre les peintres habiles. L'or ne resplendit pas plus que sa blonde chevelure, longue et bouclée, et ne brille pas davantage. Sur sa joue délicate, une teinte mêlée, diffuse de rose et de lys. De pur ivoire était son front serein, et son visage dessinait un ovale parfait. Sous deux arcs noirs et subtils se trouvent ses deux yeux noirs, je devrais dire deux soleils clairs. Leur regard est tendre, et leurs mouvements réservés. Il semble qu'autour d'eux l'amour folâtre en volant, puis qu'ils décrochent tout son carquois et ravissent manifestement les cœurs. Son nez partage son visage, et l'envie elle-même n'y trouverait rien à corriger. En dessous, comme entre deux fossettes, sa bouche était rehaussée d'un cinabre de naissance, et ses belles et douces lèvres s'ouvraient et se refermaient sur deux rangées de perles rares. De ses lèvres sortent de courtoises paroles qui font fondre les cœurs les plus endurcis et les moins raffinés. Là se dessine ce suave sourire qui ouvre les portes du paradis sur la terre. Deux neiges blanches et son beau cou comme son sein laiteux. Son cou est rond et son sein généreux. Deux pommes immatures faites d'ivoire palpitent comme l'onde au bord du rivage, quand une brise légère fait frissonner la mer. Je n'ai pas pu voir le reste, mais je peux bien juger que ce qui est caché n'a rien à envier à ce qui apparaît au regard. Son bras est parfaitement proportionné,
et sa main immaculée se montre souvent assez longue et fine. On n'y voit aucune aspérité, aucune veine saillante. Cette auguste personne laisse apercevoir à l'extrémité de son corps un petit pied effilé et bien tourné. Les êtres angéliques semblent nés dans les cieux, on ne peut les cacher sous aucun voile. Milton dit à propos du pandémonium, quelques-uns louaient l'œuvre, d'autres l'ouvrier. L'éloge de l'un n'est donc pas toujours nécessairement l'éloge de l'autre. Une œuvre d'art peut mériter tous les suffrages sans qu'il y ait beaucoup à dire en faveur de l'artiste. En revanche, l'artiste peut avec raison réclamer notre admiration sans que son œuvre nous satisfasse complètement. Que l'on n'oublie jamais cela et l'on pourra souvent accorder des jugements contradictoires. Comme ici, Dolce, dans ses dialogues sur la peinture, fait faire par l'Arétin un éloge extraordinairement pompeux des stances de l'Arioste que j'ai cité. Moi, au contraire, je l'ai choisi comme exemple d'un tableau. Nous avons tous les deux raison. Dolce admire le sentiment de la beauté corporelle dont le poète fait preuve. Moi, je considère l'effet que ce sentiment exprimé par des paroles peut produire sur mon imagination. Dolce tire de ce sentiment la conclusion que les bons poètes sont aussi de bons peintres. Et moi, de cet effet, je conclus que ce que le peintre peut exprimer parfaitement par des lignes et des couleurs s'exprime on ne peut plus mal avec des mots. Dolce recommande à tous les peintres le portrait de l'Arioste comme le modèle le plus accompli d'une belle femme, et moi je le recommande à tous les poètes comme l'avertissement le plus instructif pour ne pas tenter, encore plus malheureusement, ce qui devait si mal réussir, même à un Arioste. Il se peut qu'en disant « Di persona era tanto bene formata quanto mai fingere san pittori industri ». L'Arioste prouve qu'il comprend l'art des proportions aussi parfaitement que la nature, et l'étude de l'antique ont pu l'apprendre à l'artiste le plus consciencieux. Il est possible que ces simples mots spareggiati per la guancia delicata, misto color di rosa di ligustri, nous le montrent comme un coloriste accompli, un Titien, de ce qui ne fait que comparer à l'or la chevelure d'Alcine, sans l'appeler une chevelure d'or. On peut conclure tout aussi évidemment qu'il désapprouvait l'emploi de l'or véritable dans la peinture. On peut reconnaître dans son nez dirigé vers le bas, quindi il naso per mezzo il viso scende, le profil des anciens artistes grecs que leur empruntèrent à leur tour les artistes romains. Que nous importe toute cette érudition, toute cette finesse à nous lecteurs qui voulons nous figurer que nous voyons une belle femme, à nous qui voulons ressentir quelque chose de la douce agitation du sang qui accompagne la vue réelle de la beauté. Si le poète sait de quelle proportion résulte un bel ensemble, en résulte-t-il que nous le sachions aussi, et quand nous le saurions, nous fait-il voir ici ces proportions? Nous en procure-t-il le moins du monde, souvenir vivant et immédiat? Un front renfermé dans des bornes convenables, un nez auquel l'envie elle-même ne trouve rien à corriger, une main un peu longue et mince dans la largeur, quelle image peuvent produire ces formules générales? Dans la bouche d'un maître de dessin qui veut faire remarquer à ses élèves les beautés d'un modèle académique, elle pourrait encore signifier quelque chose. Qu'il jette un coup d'œil sur ce modèle, il voit les limites convenables du front radieux, il voit le beau profil du nez, l'étroitesse de la main mignonne. Mais chez le poète, je ne vois rien et je ressens avec dépit la vanité de mes plus grands efforts pour voir quelque chose. Sur ce point, où il a pu imiter Homère par son silence, Virgile a été assez heureux. Ça dit donc aussi n'est pour lui que pulcherrima dido. Si à propos d'elle, il fait une description plus circonstanciée, il décrit sa riche parure, ses magnifiques atours. Si on voulait pour cela lui appliquer ce que ce vieil artiste disait à un élève, qui avait peint une Hélène richement parée, n'ayant pu la peindre belle, tu l'as peinte riche. Virgile répondrait, il ne tient pas à moi de n'avoir pu la peindre belle. La faute en est aux bornes de mon art, mon mérite est de m'être tenu dans ces bornes. Je ne puis omettre ici les deux chants d'Anacréon, dans lesquels il analyse la beauté de sa fille et de son batil. Le procédé qu'il emploie concilie tout.
Il suppose qu'il a devant lui un peintre et le fait travailler sous ses yeux. Fais-moi, dit-il, la chevelure ainsi, ainsi le front, ainsi les yeux, ainsi la bouche, ainsi le cou et la poitrine, ainsi la hanche et les mains. Ce que l'artiste ne pouvait exécuter que partie par partie, le poète ne pouvait aussi le décrire que partie par partie. Son dessein n'est pas de nous faire connaître et sentir, en dirigeant le peintre par la voix, la beauté de l'objet aimé lui-même sans l'insuffisance des mots, et précisément pour cela appelle l'art à son aide. Il en exalte tellement la puissance que tout le chant semble plutôt fait à la louange de l'art qu'à la louange de la jeune fille. Il ne la voit pas. Il ne voit pas le portrait, il la voit elle-même et croit que cette image va ouvrir la bouche et parler. De même, dans le détail des beautés de Bathilde, l'éloge du bel adolescent est tellement mêlé à l'éloge de l'art et de l'artiste que l'on ne saurait dire en l'honneur de qui, précisément, Anacréon a voulu composer ce chant. Il réunit les plus belles parties de différents tableaux, dont le trait caractéristique était la beauté éminente. Il prend le cou d'un Adonis, la poitrine et les mains d'un Mercure, les hanches d'un Pollux, le ventre d'un Bacchus, jusqu'à ce qu'il retrouve Bathilde tout entier dans un Apollon que l'artiste a doué de toutes les perfections. Qu'est-ce ce visage? Il a un cou plus blanc que celui d'Adonis, fait la poitrine et les deux mains de Mercure, les jambes de Pollux, le ventre de Bacchus, détruisant cet Apollon, faisant un Bathilde, ode. De même, Lucien ne parvient à donner une idée de la beauté de Panthée qu'en renvoyant aux plus belles statues de femmes des artistes anciens. N'est-ce pas reconnaître que les paroles par elles-mêmes sont ici sans pouvoir, que la poésie balbutie et que l'éloquence reste muette si l'art ne vient dans une certaine mesure les servir